Bonjour à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle session du 15-40, le live RPS-QVT. Première partie, on a un exposé d'environ 15 minutes par Frédéric Duplessis, qui est psychanalyste et superviseur. Et ensuite, pendant 40 minutes, il répondra en direct à vos questions. Frédéric, c'est à vous. Donc, bonjour à tous. Je me présente, donc je m'appelle Frédéric Duplessis, j'ai 54 ans. Je vis à Limoges et j'interviens un petit peu partout en France et aussi au téléphone, en ligne, au niveau d'une activité aujourd'hui qui est neuve pour moi depuis 4 ans, qui est la psychanalyse. Donc, je suis psychanalyste et superviseur et aussi psychodramatiste. Et j'interviens à la fois pour des particuliers, pour des chefs d'entreprise et des managers, mais aussi au sein des entreprises pour créer des groupes d'analyse de pratiques professionnelles dans lesquels j'utilise généralement le psychodrame. Pour ce qui est de mon parcours, pour aller très vite, j'ai été pendant 30 ans dans le domaine de la communication, du marketing, et je suis arrivé à la psychanalyse parce que j'avais fait aussi beaucoup de missions de médiation ou de mise en œuvre de communication autour, par exemple, de l'égalité des hommes et des femmes au travail, sur des crédits européens dans des départements et tout ça. Donc aujourd'hui, je suis installé en tant que psychanalyste en libéral et il m'arrive donc d'intervenir au sein des entreprises. J'ai été salarié, j'ai été chef d'entreprise pendant 11 ans, j'ai été employeur, mais j'ai aussi été salarié avant et après dans des grands groupes, dans des petites entreprises. Et donc j'ai aussi à la fois un petit peu les deux expériences en interne et en externe de ce genre de choses, d'où la possibilité de développer une certaine sensibilité, une certaine compréhension de certains phénomènes. Et c'est pour cette raison que Sébastien m'a proposé d'intervenir aujourd'hui sur la qualité de vie au travail, dans l'idée de retrouver la fraîcheur des premiers jours de son travail. Donc là, il y a un parti pris, si vous voulez, dans cette présentation. Ça va être véritablement d'amener l'idée que ce ne sont pas forcément des systèmes ou des entreprises seulement qui influent sur la qualité de vie au travail, mais aussi qui l'on est vraiment. Et à partir de ce moment-là, il y a déjà toute une phase de travail qui peut se faire à titre individuel, on va dire. Pour ça, je suis reparti, si vous voulez, de l'étude qui avait été commanditée par le MEDEF de Deloitte, relatif au bonheur au travail et à la souffrance au travail. Et cette étude que vous connaissez tous, je pense, si vous travaillez dans les ressources humaines, a eu pour corollaire la reconnaissance et la bienveillance comme outil de management. Ensuite, je parlerai du contrat psychologique et de la marque employeur qui peut parfois dégrader les relations au travail et l'idée qu'on s'en fait. Je vous parlerai de la période des 30 Glorieuses qui était très différente de la période actuelle et qui explique pourquoi il peut y avoir un mal-être au travail contraint. Et puis, on va faire ensemble le rêve d'une entreprise idéale et des conséquences individuelles de cette entreprise idéale dont on rêve tous. Voilà. Dans le cadre de cette présentation également, vous allez voir que je vais paraphraser les diapositives. J'ai 30 ans de communication, je sais que c'est quelque chose qu'on ne fait jamais normalement dans une présentation, mais dans le cadre d'un sujet comme celui-ci, c'est important que tous vos sens puissent attraper quelque chose du message, c'est-à-dire à la fois l'écoute et le visuel et l'écriture. Ce qui explique pourquoi vous allez voir beaucoup de choses qui vont être redites à la fois en visuel, dans les diapos et dans mes propos. Pour ce qui est de l'étude de Deloitte que vous connaissez, c'est quelque chose que vous allez pouvoir parcourir. Vous pourrez nous en demander le PowerPoint si vous voulez, si vous la connaissez pas. Elle est disponible en ligne, donc je ne vais pas la commenter en particulier. L'idée étant de dire qu'il y avait eu différents indicateurs qui avaient été demandés auprès d'une population sur la qualité de vie au travail, l'évaluation de la qualité de vie au travail, sur les sources de stress, sur l'équilibre de vie, sur la culture et sur la bienveillance. Il en était ressorti, et le bonheur, donc il en était ressorti l'idée d'un Chief Happiness Officer, c'est-à-dire une fonction au sein de l'entreprise de quelqu'un qui pourrait s'occuper un petit peu de manière transverse du bonheur des salariés au travail, et puis l'idée quelque part que il fallait reconnaître la bienveillance comme outil de management. Néanmoins, il ne faut quand même pas oublier, et j'en suis membre, que c'était une commande du MEDEF, c'est-à-dire qu'en fait, on voulait répondre à deux questions dans cette étude. Pourquoi il y avait un turnover
dans les entreprises et comment on pouvait y remédier et comment on pouvait améliorer la performance au travail. C'était ça l'objet de l'étude, hein, en fait. Donc, c'est une étude qui a été intéressante parce que ça a permis à beaucoup d'acteurs de s'en emparer pour pouvoir véritablement proposer des solutions au sein des entreprises qui n'avaient pas été sensibilisées à ce point-là. D'accord? Par contre, il y a eu des aberrations. Moi, j'ai vu au MEDEF, il y a 2-3 ans, pendant des assemblées générales, on faisait monter au pupitre des chefs d'entreprise qui avaient mis en place des solutions pour essayer de créer une relation avec leurs salariés. Et parfois, ils étaient récompensés, tout le monde applaudissait, mais moi j'étais assez éberlué parce que pour avoir travaillé dans le domaine de l'égalité homme-femme, de la qualité de vie au travail et tout ça auparavant, j'avais vu beaucoup de choses en termes d'aberrations qui avaient été corrigées dans les études précédentes. Et ces chefs d'entreprise qui, comme moi, étaient proches de leurs salariés et qui, comme moi, avaient essayé de mettre en place des solutions et qui, comme moi, avaient fait les mêmes erreurs, finalement, étaient récompensés parce qu'ils avaient proposé un footing à leurs salariés un dimanche matin, tous les dimanches matins. Conséquence, on avait affaire à des gens qui étaient contraints parce que c'était le patron qui leur demandait, même si c'était sympa, et le patron s'en rendait pas compte, et des épouses ou des familles qui attendaient que le conjoint rentre à la maison un plein dimanche alors qu'on était en congé, quoi. Mais tout le monde se félicitait dans les réunions du MEDEF sur ce type de choses. Et ce type d'aberration, moi je l'avais vu quand un élu donnait des heures de ménage à une femme de ménage, il ne se rendait pas compte que ces heures de ménage avaient lieu quand il n'y avait pas de trolley ou de bus, quand on ne pouvait pas faire garder les enfants, et ainsi de suite. Enfin voilà, des exemples comme ça, on pourrait en dérouler tout le temps sur les aberrations dont on ne se rend pas compte en pensant bien faire et en pensant aider les gens. Donc là, c'est ce qu'on a vu. Toutefois, l'objectif, c'était de faire en sorte que les salariés soient heureux dans cette étude. Et c'est vrai qu'il y a eu pas mal de choses qui sont pensées au sein des collectivités et au sein des entreprises pour essayer de mettre en place quelque chose qui fasse que les salariés et les managers vivent dans de meilleures conditions. Néanmoins, on s'est aussi rendu compte, et vous en conviendrez pour l'avoir vécu, qu'au sein de certaines collectivités ou au sein de certaines entreprises, c'était aussi un faux nez, c'est-à-dire qu'il y a une journée de la qualité de vie au travail pendant laquelle tout le monde se félicite des dispositifs qui ont été mis en place, mais en fait, il n'y a pas véritablement de conséquences derrière, à part quelques séances de massage bienfaisant, ou de méditation, ou de choses comme ça. Sébastien, tu me coupes si je ne suis pas politiquement correct, mais il y a quand même une réalité là-dedans, je pense. Néanmoins, ça a été un grand pas. Il y a un autre aspect dont il faut quand même se rendre compte, c'est que on a beaucoup développé ces dernières années, justement par rapport au turnover, par rapport au désir de recrutement et aux besoins de recrutement des entreprises, on a beaucoup développé la marque employeur. Et au même titre qu'un candidat va essayer d'avoir le plus beau curriculum vitae du monde et la meilleure présentation pendant les entretiens, et on sait qu'il peut y avoir une dichotomie entre la réalité des entretiens, des tests et le terrain, bah, c'est un peu pareil avec l'entreprise. Il faut quand même pas oublier une chose, c'est qu'il y a beaucoup d'employeurs, beaucoup d'entreprises dont la marque est très belle et parfois elle cache aussi une réalité tout autre au sein de l'entreprise. Et ça, on ne s'en rend pas vraiment compte. Alors, c'est vrai qu'on connaît l'effet machine à café, c'est-à-dire que dès qu'on arrive, moi je me souviens quand je suis arrivé à la Redoute à Roubaix en 90, comme concepteur-rédacteur, les 2 premières personnes que j'ai rencontrées, à part mes collègues, ça a été 2 gars qui étaient à la machine à café qui m'ont expliqué à quel point c'était horrible dans cette entreprise. Et ça, on a tous l'effet machine à café sur ce truc-là. Néanmoins, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que pendant la période de recrutement, la mariée est belle des 2 côtés. Pendant la période d'essai, le salarié essaye de faire au mieux parce qu'il veut décrocher son contrat. Et puis, on voit bien qu'il y a un ballon de baudruche qui se dégonfle un peu par derrière et qui crée déjà un décalage psychologique dans l'engagement des 2 parties. Et ça, c'est quand même important à souligner parce que c'est une sorte de petite gangrène. Alors, on va parler tout à l'heure de burn-out, de difficultés et tout ça, mais ça fait partie des petits grains de sable insignifiants qui viennent s'accumuler avec d'autres choses. Bon. Une fois qu'on a dit ça, il y a aussi autre chose que je voulais souligner dans cette présentation, avant d'entrer un petit peu plus dans le vif personnel du sujet, c'est que on est quand même dans une période où on a encore des patrons ou des générations qui sont restés sur si tu n'es pas content de ton boulot, ben, la porte est grande ouverte. Ici, on laisse ses affaires personnelles à la porte de l'entreprise, d'accord ? Mais ça, c'était vrai pendant les 30 Glorieuses, c'est-à-dire avant les crises de 1990, au temps béni où on pouvait traverser la rue,
comme notre président Macron l'a proposé il y a 2 ans à certaines personnes, mais parce que il était tout à fait supportable de faire un effort en entreprise et de laisser ses émotions à la porte de l'entreprise dans la mesure où on avait des salaires évolutifs. On avait une main-d'œuvre qui était rare, donc on pouvait vraiment traverser la rue assez facilement. Et on pouvait véritablement aller se vendre mieux et travailler mieux ailleurs. Donc on ne se sentait pas emprisonné. Les crédits maison avec l'inflation faisaient qu'au bout d'1 an, 2 ans, 3 ans, ce crédit maison n'avait pas le même impact que celui que nous avons dans le budget du foyer, qui reste quasiment constant dans le budget du foyer aujourd'hui. À l'époque, ça ne représentait au bout d'un moment que 10 ou 15% du budget du foyer, le crédit maison. Et donc, on pouvait accéder à la propriété de manière beaucoup plus facile. On avait du coup aussi toujours de la monnaie sur soi. Il y avait toujours des liquidités, ce qui fait qu'on pouvait, en sortant du boulot, on pouvait aller boire un pot avec les copains et tout ça. On ne se posait pas trop de questions sur son budget, même si les temps n'étaient pas toujours faciles à cette période-là, hein, parce que c'était une période de construction, de reconstruction, et tout le monde n'était pas logé à la même enseigne. Il y avait beaucoup de grèves, il y avait beaucoup de revendications, mais on ne se rendait pas compte que finalement, on avait toujours de la monnaie dans la poche pour aller boire un coup ou pour s'offrir un pain au chocolat ou n'importe quoi. On pouvait décompenser en permanence, en fait. On avait la promesse d'une élévation sociale et matérielle pour les générations futures. C'est-à-dire qu'à l'époque, même si on trimait au boulot, on savait qu'on trimait pas pour rien parce que nos gamins allaient accéder à quelque chose de socialement supérieur dans l'avenir. Aujourd'hui, nos gamins, même s'ils font bac+8, on ne sait pas ce qu'ils vont avoir comme boulot de stagiaire. Parce que c'est des boulots de stagiaires dont on parle aujourd'hui, la plupart du temps. C'est assez fou d'ailleurs. On est dans un autre monde aujourd'hui. Donc forcément, on est bien d'accord que vivre dans une entreprise, aujourd'hui, n'a pas le même sens. Vivre son quotidien dans une entreprise n'a pas le même sens, mais absolument pas le même sens qu'à l'époque de nos parents et de nos grands-parents. Et que la plupart des gens ont énormément de mal à décrocher un boulot, et quand ils ont ce boulot, ils s'y accrochent tant bien que mal. Donc, on imagine bien qu'il y a tout le caractère émotionnel, personnel et tout ça qui vient entrer là-dedans et qui vient, se surajouter à l'aspect des injonctions contradictoires du management, à l'aspect radio moquette et machine à café, à l'aspect de tout ça. D'accord ? Néanmoins, parce que le sujet quand même de cette conférence, c'est comment retrouver la fraîcheur des premiers jours de son emploi, on pourrait partir du postulat qu'on serait dans une entreprise idéale où le management est plus, l'intérêt est génial, la valeur travail est super, la mission au poste est géniale et le cadre de travail est encore plus génial. On part d'une page blanche qui est fantastique, mais qu'est-ce qui va se passer à partir de ce moment-là ? On a un salarié qui vient dans l'entreprise 7 heures par jour avec son quotidien personnel. Il y a son couple, ses enfants ou sa solitude. Il a des tracas domestiques, familiaux, financiers, associatifs ou de santé, et ses projets personnels qui vont créer un filtre de compréhension, d'humeur et de prédisposition. D'accord ? C'est-à-dire qu'on est vraiment dans quelque chose où on vient tous les jours au bureau avec ce qu'on est. Alors, ça n'a pas changé avec les générations précédentes, mais c'est une réalité. Quand on est enfermé dans un travail dont on ne peut pas véritablement changer, ça commence à changer la donne. Il est en interaction dans l'entreprise ou l'organisme 7 heures par jour avec ses collègues qui ont leurs propres humeurs et prédispositions. Ses interlocuteurs, les fournisseurs, les clients, les usagers, les patients, les livreurs qui ont aussi leurs humeurs, leurs difficultés dans les embouteillages et tout ça, qui arrivent eux-mêmes avec leur quotidien et leur propre dynamique, leur propre capacité de compréhension, d'humeur, de prédisposition et les éventuels litiges, réclamations et demandes. Vous voyez ? Donc, chacun arrive en fait au bureau avec son petit nuage ou son petit soleil sur la tête. Et rarement le petit soleil en semaine, hein, on est bien d'accord. Hein, on arrive avec, si on s'est engueulé avec son conjoint 2 minutes avant parce qu'il y avait un problème pour amener les enfants à l'école et qu'on ne peut pas, le stress, le truc, le machin, c'est ce qu'on vit tous au quotidien. On arrive avec ça. Et c'est vrai qu'avant, on pouvait le laisser à la porte de l'entreprise, ça nous faisait une bulle, mais ce n'est plus vraiment le cas aujourd'hui. Donc, je travaille pour vivre, je vis pour travailler, et puis je finis par travailler pour travailler, quoi. Et donc,
Le management peut être excellent, la structure valorisante, l'organisation au top, le salarié est reconnu pour ses compétences, les collègues sympas, disponibles et arrangeants. Il y a divers petits grains de sable qui vont venir s'accumuler en plus par l'usure, par les objectifs, par les pauses, par les horaires, par les salaires, par le bureau, par le temps, par le parking qu'on n'a pas ou qu'on voudrait avoir, par la réflexion mal perçue d'un collègue, et ainsi de suite. Et là, on va avoir quelque chose de tout à fait normal qui va venir aussi assombrir inconsciemment le quotidien et l'horizon de chacun. Ça va venir s'installer par petits grains de sable sans qu'on s'en rende vraiment compte. Ce sont des choses complètement anodines sur lesquelles on n'aurait même pas à revenir dans une discussion. D'ailleurs, même c'est ridicule quand on en parle. D'ailleurs, même c'est le début d'un éventuel terrain sur lequel travaille Sébastien dans son bouquin, c'est comme ça qu'on s'est connus. Hein. Il était sur le thème du burn-out, comment ça se passe. Et en fait, on en discuté ensemble parce qu'il avait eu déjà beaucoup d'interlocuteurs. En fait, on est dans les petits grains de sable du quotidien qui viennent créer un espèce de socle indéfinissable dont on ne peut jamais parler à quelqu'un sans passer pour quelque chose de ridicule, parce que dès qu'on utilise un sujet, un deuxième, un troisième, ils sont tous absolument ridicules. Ce sont des sujets ridicules dont on n'ose même pas parler. Donc, petit à petit, le bonheur du nouveau boulot s'efface au fil des semaines. La vitalité créée, parce qu'on a ce bonheur, cette dynamique, c'est comme un nouvel amour. Le nouvel univers, la dynamique s'efface peu à peu. Il y a un petit vide qui s'installe peu à peu. On pense alors que ce sont aussi les éléments extérieurs qui nous influent, parce qu'il va y avoir un management défaillant, des fournisseurs malveillants, un travail qui va être non reconnu à sa juste valeur à un moment donné, ou une petite pique, une petite remarque qui va nous mettre dedans. Comme on est déjà fatigué, qu'on commence déjà à faiblir, ça y est, c'est parti, une injonction contradictoire, la tenue d'un collègue, une remarque que personne n'a entendue. Il y a un petit sentiment d'impuissance qui s'installe. Le recul et l'objectivité vont petit à petit s'estomper, c'est-à-dire qu'au début, on va dire non, arrête tes conneries, t'es fatigué, te prends pas le chou, la remarque en question n'avait pas d'importance, mais finalement, ça va finir par s'installer par cumul avec le reste. Mais qu'est-ce qui se passe en fait? Donc ça, c'était juste pour vous faire rire un peu, c'est des dessins que vous connaissez déjà. C'est faites-moi un dossier sur le burn-out, alors qu'on est déjà en retard sur tous nos dossiers. Donc, d'où vient ce murmure qui s'amplifie? En fait, il finit par déborder les bruits de couloir, les attitudes, les renoncements et les inquiétudes. Bon, j'ai dépassé le temps, on est à 17 minutes, donc je vais accélérer. Le fond se met en place. Prenez le temps qu'il faut. Prenez le temps qu'il faut. D'accord, très bien. Le fond se met en place sans s'annoncer parce qu'il est potentiellement présent. On croit qu'il est dû aux circonstances extérieures. Et en fait, il y a toute une part sur laquelle nous avons la main. Parce qu'on ne se rend pas compte qu'il est la somme de ce que nous sommes. Notre naissance, notre éducation, notre culture, notre expérience et notre vécu dans des entreprises précédentes, avec d'autres collègues, avec d'autres conflits, avec d'autres choses, nos rencontres, nos choix et nos non-choix. Donc, on est vraiment dans une vérité réelle qui nous est complètement personnelle. On a le filtre de ce qu'on voit, en fait, et de ce qu'on vit et de la manière dont on perçoit les émotions. Donc, cette vérité, elle est intime et personnelle, elle est parfaitement vraie. Elle n'est absolument pas à remettre en question. Je pense que Sébastien, on le voit, nous, quand on reçoit des personnes, c'est de leur vérité qu'on part. Et ça ne fonctionne qu'à partir de la vérité de la personne, sans aucun jugement. Mais ce n'est pas une vérité vraie pour le collègue, le supérieur ou le client. Pourquoi? Parce qu'il a lui-même sa propre vérité dans ce même lieu, dans cette même action et ce même dialogue. Il a lui-même son propre vécu. Il a lui-même ses propres ressentis. Il a une autre culture. Il a été affronté d'autres expériences par rapport au même point qu'on est tous en train de voir autour de la table. Et qu'est-ce qui peut devenir ce mal-être qui s'installe aussi bien à titre personnel qu'en groupe? D'où s'origine-t-il et qu'est-ce qu'il est possible d'en faire? Parce qu'effectivement, on a plein de techniques de développement personnel, de coaching et tout ça qui vont déjà nous permettre de pouvoir déblayer beaucoup de choses, notamment pour gérer le stress et tout ça. Mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que plus on veut gérer les choses, plus on s'aliène. Plus on s'enferme dans des petites boîtes de raisonnement, si vous voulez. Et plus on prend du contrôle sur ces choses-là, plus on s'aliène soi-même et plus on se contraint. Un peu comme si on voulait mettre des barrières.
Alors que toutes les techniques de coaching et de développement personnel sur ces choses-là sont excellentes, par ailleurs, parce que ça permet de se libérer de beaucoup de choses, par ailleurs. Hein. C'est bien de la libération, c'est bien des choses comme ça. Je ne remets absolument pas en question ça, parce qu'on est vraiment dans quelque chose de complémentaire. Mais il y a une partie qui est dans le domaine de la pulsion et de la répétition et de notre propre histoire. D'accord? Donc, bien sûr, tout ça, c'est difficile à le partager avec les collègues, parce que je dois être exemplaire et au top. Quelle image j'ai de moi-même? Quelle image je dois donner pour conserver mon poste? Et donc, c'est là que la souffrance au travail peut survenir aussi. Parce qu'on a peur de perdre ce travail, parce qu'il y a un sentiment d'insécurité et de précarité. Et puis, on peut rentrer dans une atteinte psychique aiguë. Voilà. Donc, à partir de là, on a des signes de souffrance psychique qui sont trop souvent banalisés, qui sont négligés, qu'on néglige nous-mêmes. Hein. On est les premiers à dire, bah non, raisonnons bien, on ne peut pas parler de ça, c'est ridicule, et qui sont pensés comme sans réelle cause ou implication sérieuse. Ce sont pourtant ces signes-là qui influent sur le bien-être au travail et le bien-être du salarié, donc son efficacité, son épanouissement, sa relation avec ses collègues et sa performance économique. Ce n'est souvent que ça, mais c'est énorme. Et c'est pour ça que moi, je tenais vraiment, et c'est pour ça que cette conférence, je la fais tourner déjà depuis 3 ans, c'est parce qu'il y a moyen de faire des choses. Il y a bien entendu du développement personnel, du coaching et tout ça, mais il y a aussi quelque chose qui doit aider la personne à trouver par elle-même les origines du mal-être qu'elle subit et ce qui la travaille inconsciemment. Vous voyez? C'est les origines de ce qui déclenche ce phénomène en elle. Parce que ce n'est pas simplement une dispute avec le conjoint. C'est tout ce qu'il y a derrière, dans la pelote des émotions, de la dispute avec le conjoint. Ce n'est pas simplement la dispute avec le collègue ou une pique. C'est tout ce que ça fait comme écho à l'intérieur et comme dégâts par rapport à des expériences vécues auparavant qui ne sont pas liquidées, qui n'ont pas été arrangées par la personne, en fait. Et donc, c'est ces interactions qui, finalement, si elles sont non pas objectivées, mais si la vérité de la personne lui permet de retrouver les facettes de chaque élément, parce que souvent, ce que je dis aux femmes, vous allez vider votre sac et puis on va prendre le rouge à lèvres. Et il n'y a pas que 6 ou 7 facettes, il y en a 10, 20, 30, 40, 50 facettes. Et que la personne puisse les poser au juste endroit, il n'y a pas de bon ou de mauvais endroit, au juste endroit, au moment de la vie de la personne, qu'elle puisse les reposer, simplement en parler. Ça permet non seulement de reprogrammer l'inconscient, mais ça permet aussi à la personne de pouvoir enfin poser les choses à leur juste place pour elle et de s'apaiser. C'est aussi simple que ça. Cette parole, elle est très importante. Et donc, qu'est-ce qu'il est possible de faire? On peut mettre en place des groupes au sein des entreprises. Alors, on peut dire que c'est difficile de faire ce genre de choses en termes de confidentialité, mais en fait, ce sont des groupes de confiance qu'on crée dans lesquels l'institution propose aux salariés d'y participer, mais n'intervient pas. Il y a juste un contrat avec l'institution et les salariés sont dans une bulle, dans un cocon. Après, il faut que les personnes puissent parler entre elles, parce qu'il peut y avoir des conflits d'intérêts, des conflits entre les personnes. Il faut qu'elles puissent parler entre elles et qu'elles puissent se faire confiance. Mais ça s'installe aussi, parce que moi, je le vis au quotidien dans des institutions, dans des organismes et tout ça, et avec 10 ou 15 personnes, on y arrive, même si les premières réunions sont difficiles. Quand la confiance est installée, après, le travail se fait. Ou alors, et c'est pour ça qu'il y a des règles très strictes, qu'il y a des éléments et il y a des conventions très, très importantes avec les personnes qui participent et les personnes peuvent quitter à tout moment sous le sceau de la confidentialité si elles ne veulent pas y participer. Et puis, sinon, on peut tout à fait en mettre en dehors des groupes psychanalytiques d'analyse de pratique qui peuvent utiliser le psychodrame et le jeu. On peut mettre en place aussi un travail individuel, soit en convention avec l'entreprise, soit à titre individuel, de façon à pouvoir se retrouver peu à peu et retrouver cette fraîcheur par soi-même, indépendamment du contexte. Voilà, je crois que là, j'en ai fini. J'ai dit l'essentiel. D'accord. Voilà. J'ai rien oublié, Sébastien, c'est bon? C'est bon. Voilà. Merci beaucoup, Frédéric, un peu plus long. pour cet exposé très, très clair et qui amène quand même pas mal de questions. On arrive maintenant donc à la seconde partie, les questions à Frédéric. Donc, 2 possibilités. Soit vous les notez dans la rubrique questions et moi je les relaye, soit vous acceptez de monter à l'écran si c'est possible par la connexion, etc. Et puis vous posez votre question en direct à Frédéric qui répondra et vous pouvez interagir avec lui. Donc dans la rubrique questions, pour les questions s'il vous plaît, le chat pour tout ce qui est en dehors
des questions. Moi, j'ai Et ce que quelques... je voulais dire, pour les questions personnelles, ultérieurement, on pourra faire ça en direct, parce qu'il y a des choses qui sont parfois intimes et qui ne peuvent pas être dites en groupe. Il n'y a aucun problème, je me tiens à votre disposition. Sébastien vous donnera mon numéro. Voilà. D'accord. Donc, effectivement, donc oui, on n'aborde pas des questions intimes et très personnelles ici. Si vous souhaitez le faire, eh bien, vous contactez directement Oui, c'est sans Frédéric. engagement, c'est gratuit. C'est vraiment pour pouvoir parler par rapport aux questions qui ne peuvent pas se dire en groupe. Voilà. Oui, voilà, d'accord. C'est dans la poursuite, hein, la dynamique de C'est la dans la poursuite. poursuite du truc. Il n'y a aucun souci, je suis à votre disposition. Voilà, et de façon gratuite là, pour un premier rendez-vous, un premier Oui, échange. oui, 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 oui. Donc, il y a Anne qui pose une question. Est-ce que vous souhaitez monter à l'écran pour la poser directement à Frédéric, Anne? Merci de l'indiquer. Moi, en attendant qu'elle réponde, j'ai une question en fait. Dans votre présentation, vous avez dit que vous étiez psychanalyste. On voit à peu près ce que c'est psychanalyste, soit parce qu'on en a fréquenté un, on y est allé, soit parce qu'on a vu des films, etc. Oui. Psychodramatiste, c'est quoi? Alors, quand on est en psychanalyse, bon, psychiatre, ça va être un médecin, je caricature, hein. Psychiatre, ça va être un médecin qui va avoir une pathologie, qui va vous aider avec des anxiolytiques, l'anxiété et tout ça, à vous aider avec des molécules, ou qui va éventuellement vous proposer d'aller dans une maison de santé pour vous mettre au repos quand le travail c'est trop dur ou la famille c'est trop difficile pour vous isoler un peu. C'est aussi quelqu'un qui va s'occuper des maladies mentales et ainsi de suite. Il peut être aussi psychanalyste ou psychologue en fonction de ses spécialités, mais sinon, c'est essentiellement un médecin. Hein, donc, il faut s'enquérir pour savoir si on peut lui parler ou non un peu plus qu'à un médecin de famille, quoi. Un psychologue, c'est quelqu'un qui a une formation sur tout ce qui concerne les relations humaines, les relations interpersonnelles, la systémie, les comportements. Et c'est assez génial. Moi, ça m'a beaucoup aidé quand j'étais chef d'entreprise, que je voulais savoir si je déconnais ou non par rapport à mes salariés, par rapport à mon associé, parce qu'il y a des moments où on ne sait pas où on se situe quoi, dans nos comportements. Ça m'a énormément aidé d'avoir affaire à des coachs ou à des psychologues, parce que ça me permettait, dans le domaine conscient, d'avoir des choses et des réponses opérationnelles que je pouvais appliquer immédiatement. C'était d'excellents outils. La psychanalyse, on rentre dans le domaine de l'inconscient. C'est-à-dire qu'on va partir du principe que l'inconscient, c'est un pilote automatique où parfois on peut reprendre la main parce que le pilote automatique, c'est tout ce qui fait pousser nos ongles, le sang et circuler le sang et tout ça. Mais par exemple, si on prend la respiration, on n'a pas besoin de penser pour respirer, c'est notre inconscient qui le gère, de manière gros sac, hein, je caricature. Mais on peut prendre la main sur sa respiration. C'est un petit peu comme si on reprenait le guidage de l'avion. Bah là, c'est un petit peu pareil en psychanalyse. Qu'est-ce qui va se passer? Il y a beaucoup de choses qui se passent inconsciemment. Notre inconscient étant structuré comme un langage, on s'est structuré au travers d'une parole et de mots, du verbe. Et donc, à partir de ce moment-là, il faut qu'on trouve les signifiants et les éléments qui ont bloqué à un moment et qui fait que l'inconscient, qui nous veut toujours du bien, n'a pas enregistré une information quand consciemment on a voulu aller vers quelque chose de meilleur. Et donc, c'est comme si ça buguait, c'est-à-dire qu'on a trouvé, nous, quelque chose de meilleur consciemment, un nouveau boulot et tout ça, et puis on ne sait pas pourquoi, l'inconscient nous dit non, non, c'est à la version précédente qu'il faut aller. Alors, c'est pour ça que quand on change de conjoint, des fois, on tombe sur le même type de personne, quand on change de boulot, on tombe sur les mêmes types de problèmes, c'est parce que notre inconscient nous a prédéterminé à un moment parce qu'il bug. Et l'idée dans l'analyse, c'est de débugger. Donc, pour répondre à la question du psychodrame, il y avait besoin de ce préalable parce que quand on est sur le divan, on fait de la libre association d'idées, on pose son corps et c'est comme ça qu'on va trouver la chaîne des signifiants, qu'on va trouver au travers des rêves et tout ça, ce qui va permettre de débloquer les choses et on peut le faire même très rapidement, hein, dans certains cas. Pour ce qui est du psychodrame, on est dans un contexte différent, c'est-à-dire qu'on va être en groupe, on est en cercle. Il va y avoir une personne qui va exposer une problématique qu'elle a rencontrée. Une problématique professionnelle, ça peut être. Professionnelle, voilà, ou D'accord. alors, ça peut être du psychodrame personnel, mais là, on est dans du professionnel, Oui, du oui. problématique professionnelle. Et là, il va y avoir une interaction avec les personnes. Alors, dans les règles, on n'a pas le droit de se couper la parole et tout ça, pour que tout le monde puisse entendre et pour qu'on ne prépare pas ses réponses, qu'on ne mentalise pas ses réponses quand la personne parle. Hein, c'est la première chose. Ce qu'on fait dans toutes les pratiques, hein, depuis Moreno, quoi. Et donc, dans ce travail-là, la personne va exposer la problématique. Les autres personnes peuvent interagir pour lui poser des questions ou pour réagir si elles le veulent. Et à un moment, l'animateur, qui est psychodramatiste, va proposer d'en faire un jeu sur un mot, sur un signifiant ou sur une situation pour rejouer la situation ou la situation dont la personne peut éventuellement avoir peur.
Un jeu comme un jeu de rôle. comme un jeu de rôle. Voilà. D'accord. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va ouvrir le cercle, et cette ouverture de cercle va créer une scène. Donc, on va passer par l'extérieur. Le psychodramatiste va venir avec la personne sur scène et va dire à la personne qu'est-ce que vous voulez jouer de cette situation et quels vont être les personnages ou quels vont être les signifiants, parce qu'on peut parler aussi qu'autour de mots, par exemple. Et donc, cette situation, comment vous la décrivez? Qu'est-ce que vont dire les gens? Qu'est-ce qui s'est passé ou qu'est-ce qui va se passer? D'accord. Qui va jouer? Donc, on va désigner des personnes. Donc, les personnes présentes ne peuvent pas se soustraire, sauf à en faire un jeu après. Chacun va jouer des rôles, ou une porte, ou un bureau même d'ailleurs. Et le jeu va se faire de façon littérale par rapport à ce qui a été demandé. Éventuellement, le psychodramatiste va rajouter des choses en fonction de ce qui se passe. Le jeu se fait, on referme, et ensuite, on va demander à la personne qui a demandé le jeu ce qu'elle en a vu. Si elle a parti... Alors, elle peut être en dehors du jeu ou dans le jeu, hein, elle peut choisir ce qu'elle fait. On va demander à la personne qui a joué, qui a demandé le jeu ce qu'elle en a vu. On va demander aux personnes qui ont joué ce qu'ils en ont vu et ressenti. Et on va demander aux personnes qui ont regardé ce qu'ils en ont vu et ressenti. Et c'est un psychodrame psychanalytique individuel en groupe, parce qu'on a chacun notre inconscient, parce que ça a deux effets. Il y a d'abord qu'on va se rendre compte dans le jeu que ce qui posait problème ne se jouait pas forcément à l'endroit du jeu. Et ça va permettre déjà à la personne de découvrir ça, et dans sa vérité. Qu'est-ce que vous voulez dire par le fait que ce qui posait problème ne se jouait pas à l'endroit du jeu, c'est-à-dire… Je vais vous donner un exemple. Par exemple, un jour, on a joué une jeune femme est venue donc au psychodrame, qui participait à un des groupes de psychodrame, et disait, ben voilà, j'ai participé à un entretien professionnel, j'étais au point, tout allait bien, je maîtrisais complètement mon sujet, les deux personnes en face de moi étaient complètement bienveillantes, l'entretien aurait pu se dérouler génial, mais moi j'étais tellement crispé, énervé, que j'ai l'impression que l'entretien s'est passé, mais c'était une horreur. C'était une horreur, alors que les gens étaient adorables. Et je ne comprends pas ce qui m'est arrivé, j'ai perdu mes moyens, j'étais dans un état épouvantable. D'accord? Et en fait, quand on a fait le jeu, il y avait, en fait, elle a installé, ce qui n'était pas prévu dans son exposé, dans ce qu'on a vu, elle a demandé à ce que finalement ça se passe au moment où elle attend dans la salle d'attente. Donc il y avait la salle d'attente, il y avait la porte de la salle d'attente, il y avait les deux personnes qui étaient derrière cette porte, il y avait le candidat d'avant, et en fait, ce qu'elle a découvert, c'est que c'est quand elle a croisé la candidate avant elle qu'elle a perdu tous ses moyens. Parce que cette personne lui a fait penser à une personne qui lui a fait perdre tous ses moyens au niveau de sa famille. Et ça lui a permis de se recentrer par rapport à ça et puis d'objectiver le truc parce qu'elle s'est rendue compte que finalement l'entretien s'était bien passé, elle a été reçue et tout. Mais elle-même, elle n'a pas été bonne dans son entretien aussi comme elle l'aurait voulu parce qu'elle a été complètement décontenancée par quelque chose qui n'avait rien à voir. D'accord. Et qui était de l'ordre de sa propre histoire. D'accord, c'est là où il y a des éléments personnels qui viennent interférer avec une là où les situation choses personnelles. Mais comme on est dans un cercle de confiance, c'est pas un problème. Et puis les gens, petit à petit, se rendent compte qu'ils peuvent se confier facilement parce que finalement, c'est des choses aussi anodines qu'importantes, finalement. Oui, tout à fait. Ça ne porte pas non plus à conséquences professionnellement, ce genre de choses. Oui. Voilà. Et D'accord. donc, si vous voulez, et puis si jamais il y a quelque chose qui est du conflit interpersonnel, parce que moi, ça m'est déjà arrivé, ça se situe dans un cadre très particulier qui fait que rien n'en sort. Sauf pour les personnes présentes. Enfin, c'est assez intéressant comme système. Et donc, du coup, qu'est-ce qui se passe aussi pour les personnes présentes? C'est qu'elles-mêmes, elles associent par rapport à leur propre vie ce qui se passe dans la situation qu'elles voient ou dans la situation qu'elles ont jouée. Et ça a des incidences énormes. C'est d'une puissance incroyable, cet outil de psychodrame. Au même titre que quand on est sur le divan, parce que c'est le même principe, sauf que là, on ne joue pas. Oui. D'accord. Et il y a une question, Anne vous demande, en pratique, comment est-ce qu'on fait? Est-ce qu'il y a des outils personnels en fait qu'on peut mettre en place soi-même de façon autonome? Est-ce qu'il y a peut-être, je sais pas, des trucs et astuces tout Des outils simplement? personnels, les trucs et astuces, on les trouve tous au travers de la méditation, de la pleine conscience, de tout ça. Ça, c'est des outils. Dans la psychanalyse, les outils, c'est le divan, la libre association d'idées, l'interprétation des rêves et la chaîne des signifiants. D'accord? Mais là, ça demande l'écoute d'une autre personne. Pourquoi? Parce qu'on pourrait s'auto-psychanalyser. Moi, j'ai même un bouquin sur l'auto-psychanalyse. Mais en fait, ça ne marche pas comme ça. Pourquoi? Parce que
En fait, ce qui se passe, c'est que vous-même, quand vous avez un bon copain ou une bonne copine qui se confie à vous parce que ça ne va pas, vous entendez toutes les solutions dans son discours et vous avez envie de lui Mmh. transmettre. Mmh, mmh, mmh. Mais il ou elle ne peut pas les entendre parce que vous êtes son ami ou parce que socialement ou parce que le jugement, la peur du jugement et tout ça fait que ça ne fonctionne pas. Ça, c'est la première couche. D'accord? Donc, il faut être en possibilité, et c'est ce qui se passe quand on est en analyse ou en groupe, on est dans un endroit en sécurité, c'est une bulle dans laquelle il n'y a pas de jugement. Il n'y a pas de jugement parce que d'abord, la personne qui est psychanalyste est passée par le divan, il passe tout le temps, et a déjà vécu tout ça, et écoute énormément de monde. Donc, il n'y a aucun jugement, c'est la vérité de la personne. La personne pourrait mentir, ça n'a aucune importance dans l'analyse. Par contre, ce qui se passe, c'est que la personne, elle est venue pour venir chercher ça, donc elle accepte, quand on met le doigt sur quelque chose, elle accepte d'entendre, de s'en saisir et de rebondir avec. C'est le premier point. Le second point, c'est qu'on n'entend pas la moitié de ses pensées. On peut être dans sa baignoire, dans sa voiture, on est en état modifié de conscience toutes les 45 minutes de toute façon. On peut être en méditation, on peut être tout ce qu'on veut. La parole permet déjà, quand on parle, d'entendre quelque chose. Votre inconscient, déjà, en entend quelque chose et parfois, il peut se reprogrammer de façon un peu magique et le problème n'existe plus après avoir parlé. Et c'est pour ça qu'on a toujours besoin de parler à quelqu'un, d'ailleurs. Mais de l'autre côté, comme on n'entend pas la moitié de ses pensées, on va enfin entendre quelque chose qu'on n'entendait pas dans ses pensées, dans son lit ou ailleurs. Et le troisième effet, c'est que vous avez une autre personne qui écoute à côté qui va encore entendre autre chose que vous n'entendez pas. Ce qui fait que vous pouvez vous emparer de tout un ensemble d'outils. Et effectivement, à titre individuel, c'est difficile de dire qu'il y a des outils pour ça, parce qu'il y a quand même besoin d'une écoute. Mmh. Et le seul outil, c'est l'écoute et la parole, en fait. C'est la parole et l'écoute. Pourquoi? Parce que notre inconscient se programme constamment par la parole. C'est aussi D'accord, simple que ça. d'accord. Le, euh, Vous parlez tout à l'heure de qualité de vie au travail, de situation de massage au bureau, etc. Oui, La qualité de vie au travail, c'est pas ça, c'est pas le fait d'avoir des massages au on est bureau. bien d'accord, on est bien d'accord. C'était l'aspect caricatural. Moi, Ouais. par exemple, malgré tout, je voudrais vous dire une chose. Quand j'avais mon entreprise, Mais oui, c'est c'était une justement ce agence qui de m'intéresse. communication. Oui. Par exemple, j'avais mis en place des choses qui peuvent paraître caricaturales, mais c'était l'époque Google, Yahoo et tout ça. J'avais un mini-golf et j'avais une table de ping-pong, par exemple, dans l'agence, parce qu'on avait un studio photo, on avait beaucoup de place. J'avais énormément de mal, notamment quand l'entreprise était en difficulté, à dire aux équipes, allez jouer au ping-pong, parce qu'ils pensaient qu'il fallait surtravailler comme on était en difficulté. Mhm. Alors qu'en fait, je leur disais non, vous avez le nez devant un écran, il faut que vous ayez les idées et les sens qui tournent. Allez jouer au ping-pong parce que le sang va tourner, le cerveau va se régénérer comme quand on va marcher. Allez marcher. Je préfère que vous marchiez la moitié de la journée et que vous soyez sur vos créations l'autre moitié de la journée parce que vous allez être 10 000 fois plus performant. Mhm. Donc je rigolais avec les massages et tout ça, mais c'est faux. Ce que je veux dire par là, c'est que c'était juste parce que il y a beaucoup de gens qui se disent bon, on va mettre en place un espèce de dispositif qui marchera bien comme ça. Mais en fait, c'est pas ça. C'est que ça a une vraie vocation. Je veux dire, la sophrologie en entreprise, Mhm. les massages en entreprise et tout ça, c'est génial parce que ça permet aux gens. La sophrologie, c'est assez proche de la psychanalyse. D'ailleurs, ça permet d'objectiver beaucoup de choses, ça permet de se retrouver, ça permet de faire énormément de choses super. Il y a énormément d'outils qui existent aujourd'hui qui permettent de travailler sur beaucoup de choses. Mais aujourd'hui, je n'ai pas trouvé d'outils qui permettent d'influer sur l'inconscient, réellement. Mhm. Voilà, c'est ça ce que je voulais dire. Maintenant, je ne demande pas aux gens de venir me voir et ma solution n'est pas unique. Au contraire, il y a énormément de coachs de développement personnel qui sont hyper puissants avant de venir voir des gens comme nous, quoi. Voilà, D'accord. bien Tout à l'heure, sûr. dans la question de retrouver un peu la fraîcheur des premières semaines, hein, qu'on a connues dans Ouais, l'entreprise, vous mettiez en avant en fait les différentes phases, la phase de recrutement où ouais. on va essayer de se montrer peut-être mieux Au mieux de soi-même. que l'on est, soit au mieux de soi-même, soit au-delà de ce qu'on est réellement. Vous disiez qu'après, il y a la période d'essai Oui. qui fait que ben, on a tendance à s'investir Mhm. et puis après, on a obtenu le CDI. Voilà. Voilà. Et finalement, est-ce que le CDI va contre la question de l'investissement, du bien-être au travail? Puisque c'est un peu dans ce que vous avez dit, on a un peu le sentiment que le salarié, en phase de recrutement, va tout donner au moment du recrutement et dans la période d'essai, et qu'après, ce qui va l'animer, ce n'est pas le désir de gagner le travail, c'est-à-dire de l'avoir
puisqu'il l'a déjà. Et on ne désire pas ce qu'on a déjà, on désire ce qui nous manque. Ce qui va l'animer, ça va être la crainte Ouais. de perdre son travail. Dans le contexte actuel où… Alors, ça dépend des sujets, ça dépend des personnes, ça dépend des personnes. Vous avez des personnes qui seront toujours surinvesties au Oui, boulot. Vous avez des personnes qui seront toujours dans une dynamique positive. Ça dépend des profils d'accord. psychologiques et c'est bien ce qu'on essaye de détecter en ressources humaines au départ, c'est savoir si véritablement il n'y a pas de dichotomie entre les éléments des entretiens préalables, le CV et ce que la personne peut donner au travail au quotidien. Hein, d'accord ? Néanmoins, il faut bien savoir une chose, parce qu'on l'a tous vécu, c'est qu'on s'est épuisé à envoyer des lettres de motivation et des CV à plein d'entreprises qu'on avait regardées et qu'on avait presque aimées au travers de l'offre d'emploi. On l'a tous fait, ça. On s'est tous investis dans des projets auxquels on croyait parce que ça collait bien à notre profil. On avait regardé ce qu'il en était et on n'a pas forcément même décroché d'entretien à ce moment-là. On a passé des journées entières chez soi avec je ne sais pas combien de lettres de motivation sur la table du salon. On l'a tous fait, ça. Donc déjà, on s'est déjà surinvesti à ce stade-là. Ensuite, il y a des entretiens qu'on arrive à décrocher. Et là, il est bien certain, et c'est tout à fait normal et humain, qu'on va mettre tout ce qu'on peut là-dedans pour arriver à décrocher un emploi. On va y mettre ses tripes. Dans les tests, on va mettre ses tripes, et puis pour ceux qui sont un peu plus malins, les calculateurs qui connaissent comment ils fonctionnent, ils peuvent s'amuser avec, mais la personne qui a envie d'avoir une vraie place au sein de l'entreprise va laisser filer le test comme il vient sans essayer de se poser de questions pour que sa personnalité puisse coller au truc. Enfin, moi, c'est comme ça que je faisais, en me disant, c'est ma personnalité qui prévaudra, comme ça, s'ils me prennent, au moins, je sais que je serai au bon endroit pour moi. Voilà. Mais la plupart du temps, on peut dire que dans les grandes écoles, c'est pas ce qu'on nous apprend à faire. On est bien d'accord. On va se former, on va s'entraîner à des tests psychologiques pour arriver à bidouiller le truc quelque part. Bien sûr, oui. Donc c'est très difficile pour les voilà, pour répondre au mieux. Oui. Voilà. Et donc c'est très difficile pour les responsables des ressources humaines et éventuellement les psychologues ou autres qui viennent dessus d'arriver à se positionner par rapport aux candidats. Après, il y a l'entretien en lui-même, on en a parlé. Et donc, à un moment, il va y avoir le round final avec les 2 personnes qui restent ou les 3 personnes qui restent, où on va vraiment tester encore quelque chose chez le candidat. Et le candidat, lui, il est plein d'espoir parce qu'enfin, déjà, il est un peu reconnu. Et il n'a qu'une envie, c'est que ça finisse, quoi. Il n'a qu'une envie, c'est que ça finisse. On est quand même dans les pulsions, hein, parce qu'on n'en peut plus, quoi. Enfin, je ne sais pas si vous le ressentez, mais c'est exactement ce qu'on a tous ressenti. Putain, pourvu que ça cesse, j'en peux plus de cette répétition. Hein, on est vraiment dans cette souffrance-là. Et là, pour le coup, c'est analytique, ça aussi. Et donc, il va y avoir une décharge émotionnelle énorme quand on va décrocher ce boulot. Et on va avoir une pression familiale autour de nous énorme pendant la période d'essai. Parce que psychologiquement, déjà soi-même, on n'a pas envie de rater le truc et on a enfin décroché un salaire, même si on n'est pas tout à fait d'accord avec le salaire, au moins on est content, on est tiré d'affaire. Hein, et derrière, eh ben, il y a la famille, il y a le foyer, il y a le salaire, il y a les revenus, il y a les crédits, il y a le beau-père ou la belle-mère qui a fait chier parce qu'on était un raté ou une ratée. Parce que c'est toujours comme ça, tu as toujours un frère, un beau-frère ou autre qui te fait une petite réflexion pour dire si tu es au chômage, tu n'es qu'un gros nul. Si ce n'est pas notre petit cerveau intérieur, notre petit pensouillard interne qui le fait. Et là, enfin, on a une place. Donc, sans parler de calcul, et puis enfin, on a un travail, c'est-à-dire qu'enfin, on est dans une société. Oui, intégré dans la société. Oui. On est intégré dans la société, on peut se réinvestir dans son boulot, dans sa carrière. Donc, il y a tout ça qui vient en ligne de fond. D'accord ? Sauf qu'en même temps, on va découvrir l'envers du décor de l'entreprise, marque employeur d'une part, et réalité quotidienne. On avait oublié pendant cette période toute la réalité quotidienne qui nous avait gonflé dans les entreprises précédentes. Ça revient s'installer. Et pour l'employeur, surtout dans des équipes restreintes où on est employeur, parce que moi j'ai été employeur, il va se passer un truc, c'est que il va y avoir un effet de décompensation au moment de la fin de la période d'essai, parce qu'on est encore arrivé à une nouvelle étape. Donc tu as des personnes qui vont être dans la même ligne
Surtout si elles sont, enfin, moi, chez moi, il n'y avait pas trop de décompensation parce que c'était des gens qui étaient en devenir et qui pouvaient vraiment évoluer. Ils avaient des perspectives d'évolution, donc ça allait tout seul. Ils savaient que c'était en fonction de leur boulot. Ils allaient vers les clients et moi, ça me permettait de vendre mieux l'agence en vendant leur talent que vendre moi, quoi. Donc, de ce point de vue-là, ils étaient très mis en avant et ils pouvaient s'investir. Ils étaient reconnus aussi par les clients et ainsi de suite. Donc, ça Ce qui veut dire que le fait d'avoir fini sa période d'essai n'était pas le fait d'entrer sur une sorte de routine où finalement voilà, on avait tout donné, c'était au c'était pas contraire le cas. le début. Alors, j'en ai eu une ou deux comme ça, et ça a été assez pénible à gérer. Mais voilà. Et donc, mais par contre, j'ai vu dans d'autres entreprises, quoi, beaucoup d'autres métiers ou d'autres corps de métier où la personne, une fois qu'elle a passé la période d'essai, ça s'arrête. Moi, j'ai le cas de chargé de mission à Initiative. J'étais président et je suis aujourd'hui encore vice-président d'Initiative Hauts-de-Vienne et d'Initiative Limousin pour les prêts d'honneur aux créateurs d'entreprises. Bah, des fois, on a des chargés de mission, quand ils ont fini leur période d'essai, ils ont tout donné, quoi. Oui, c'est ça, voilà, ouais. Et après, tu ne peux plus rien leur demander parce qu'ils se croient indéboulonnables. Alors que moi, en tant qu'employeur, je sais que le CDI, c'est beaucoup plus précaire qu'un CDD, en fait, bien sûr, oui. juridiquement. Mais ça, personne ne le sait parce qu'on nous met dans la tête qu'il faut avoir un CDI. Mais en réalité, un CDI, il n'y a rien de plus précaire. Si vraiment on a envie de se débarrasser d'une personne. C'est ce que les avocats en droit du travail disent. Hein. Oui. Rompre un CDI, c'est beaucoup plus simple que rompre un CDD. Voilà, oui, bien sûr, bien sûr. Après un CDD, tu prends ton mal en patience et puis voilà. Mais voilà. Et donc, la personne, psychologiquement, tu la vois se dégonfler complètement ou alors prendre une position de finalement, tu es un employeur, c'est une entreprise, j'ai réussi à me mettre dans l'entreprise et je suis contre l'entreprise, quelque part. Voilà. Alors, ça arrive. Voilà. Quels sont les leviers qu'un chef d'entreprise peut avoir pour justement qu'un salarié qui s'est fortement investi dans la période d'essai, hein, qui était vraiment engagé, ne ralentisse pas après en se disant maintenant, si je prends trop d'initiatives, je risque de commettre des fautes et de perdre mon CDI. Comment est-ce qu'on peut gérer ça au niveau des ressources humaines? Là, c'est la peur de la faute, c'est la peur de. Là, on va être plutôt dans la mise en confiance de la personne par rapport à ses propres peurs, hein. C'est-à-dire d'arriver à objectiver ça. Alors, c'est vrai qu'ayant été salarié, ayant vécu beaucoup de phases en tant que salarié, j'avais la possibilité de comprendre ce qui passait par la tête de mes équipes. C'était pas toujours extraordinaire, mais au moins, j'avais une base. Et c'est vrai qu'un salarié comme ça qui a peur de s'exposer, qui a peur de tout ça, parce que souvent, tu arrives à le savoir au travers de ses collègues. Donc, ça permet d'aller le voir et de, je sais pas, aller boire une bière ou aller manger ensemble pour savoir ce qu'il tracasse, quoi. Mais là, on est dans un cas exceptionnel de manager parce que la plupart du temps, ça se passe pas comme ça, je le vois bien, quoi. Mais néanmoins, la meilleure manière de faire, c'est de discuter avec la personne et puis d'essayer de la mettre le plus possible en sécurité par rapport à ce qu'elle va dire sur les sanctions qu'elle pourrait avoir vis-à-vis de son emploi. C'est-à-dire, voilà, moi j'ai besoin de toi, j'ai besoin d'avoir un collaborateur sur qui je peux compter. Donc là, maintenant, il faut me dire ce qui ne fonctionne pas de façon à ce que je puisse t'aider parce qu'il est hors de question de remettre en question ton poste si tu rencontres des difficultés sur lesquelles on peut t'aider. Et puis après, il y a des solutions à trouver. Pourquoi pas le faire accompagner, pourquoi pas voir avec les collègues ce qui ne va pas, pourquoi pas, voilà, en fonction. Alors bien sûr, en faisant très attention parce que ça peut être des confrontations, des choses comme ça, donc il ne faut pas non plus exposer la personne, mais je veux dire, on a quand même beaucoup d'outils aujourd'hui en termes de ressources et de développement humain qui peuvent se mettre en place et qui ne sont pas simplement de l'ordre de la sanction ou du coup de pied au cul. On connaît les 4 formes de management, bien entendu, en directif, semi-directif, participatif et tout ça, mais ça va bien au-delà, quoi. Enfin, je veux dire, on a beaucoup d'outils et de possibilités pour pouvoir motiver la personne, pour lui donner des perspectives et tout ça. Et puis après, quand dans l'entreprise, c'est pas évident au niveau du salaire ou de l'évolution de donner des perspectives, bah, c'est justement dans le quotidien. Qu'est-ce qui peut faire que la personne se sente plus à l'aise dans tel ou tel domaine ou autre? De toute façon, tu auras toujours des gens réfractaires, hein. Nous, on en a, c'est pour ça que j'y pensais, là. Ça m'était pas venu là au niveau de l'association où bon, il est un peu psychorigide, il est très, et puis il est un peu contre tout. Le Covid n'a rien arrangé parce qu'il était carrément barricadé avec des barrières tout autour de lui. Les gens ne pouvaient pas l'approcher, ils ne pouvaient même pas ouvrir l'agence. Parce qu'il allait être contaminé. Enfin bon, voilà, tu as des gens, parfois, ils ont des mini Asperger ou autres, il faut faire attention, quoi. Mais tu en as qui sont versés dans la contradiction syndicale, hein. C'est-à-dire, c'est pas du tout péjoratif, mais issus de milieux syndicaux ou autres, de familles syndicales, le patron est de toute façon un salaud et un exploiteur. Donc, il est déjà dans une posture mentale par rapport à ça.
D'opposition systématique. Opposition systématique. Donc moi, j'ai eu des salariés avec qui je discutais, ils disaient, bon, c'est fini la guerre, tu peux pleurer un bon coup, ici, tu es en sécurité, il n'y a pas de truc. Et dès qu'il revenait en famille 15 jours après, la guerre était repartie dans sa tête. Et il me chipotait 1 centime sur une feuille de salaire, alors que je lui en avais laissé 3 de plus dans la feuille de salaire précédente sans faire gaffe. Voilà. Et ça, ce genre de comportement, on ne peut pas y faire grand-chose parce que c'est constamment nourri par le contexte social et familial, quoi. D'accord. Par rapport à votre exposé tout à l'heure, la question qu'on a envie de vous poser, c'est quelle est la place des émotions au travail? Parce que on est tous avec des émotions positives ou négatives. Ouais. Des fois, les émotions positives nous jouent des mauvais tours, et des Oui. fois, les émotions négatives nous rendent Nous des jouent des mauvais services. tours. Ouais, Et nous jouent des mauvais tours, mais des fois, elles nous rendent service aussi. oui. Les deux. Comment est-ce qu'on peut prendre en compte cette question-là des émotions au travail? On n'est pas effectivement qu'un collaborateur, un employé qui fait qu'un travail. On est aussi un être humain avec une vie personnelle, etc., avec une personnalité, avec toute une vie psychique. Comment articuler ça, la question des émotions et du travail? Nos émotions sont justement le résultat de ce que nous sommes et de ce que nous avons vécu. Donc, et ce sont aussi des stimuli normaux et des réactions normales par rapport à un moment donné et à une situation donnée. D'accord? Donc, il y a une part de réflexe et il y a une part de conditionnement. Il y a des aspects pavloviens là-dedans, des systèmes de répétition et tout ça. Et donc, les émotions, il y a deux questions dans votre question. Il y a d'abord qu'est-ce qu'on peut en faire de ces émotions et de quoi elles sont composées, qu'est-ce qu'on peut en faire. C'est-à-dire que les émotions, il faut arriver à comprendre et à sentir en soi qu'est-ce qui nous appartient et qu'est-ce qui ne nous appartient pas de ces émotions et comment elles vivent en nous. Souvent, vous savez, on nous parle d'accueillir les émotions. C'est un mot valise parce que qu'est-ce que tu veux accueillir, quoi? T'es mal, de toute façon. Donc. Mais l'idée, c'est il y a une pelote d'émotions, on va tirer un fil et ce fil-là, finalement, il appartient à la personne qui nous a provoqué l'émotion. L'autre fil, il appartient à une réaction qu'on a à l'intérieur de nous. L'autre fil, il appartient à notre histoire et ainsi de suite. Ça, c'est la manière de pouvoir, on va dire, le gérer quelque part ou en faire quelque chose. La difficulté de l'émotion dans le milieu du travail ou de la représentation, parce que c'est pareil dans un cercle social éventuel auquel on veut appartenir, c'est qu'est-ce qu'on peut en faire? Alors, soit on prend la posture d'être quelqu'un de sincère, et ça peut avoir des conséquences terribles parce que c'est un petit peu comme s'il n'y avait pas de frontière entre notre cerveau et notre expression. Et on peut passer pour quelqu'un de gentil, d'empathique et d'un peu idiot, parce que les gentils, c'est pas très bien vu, hein. Surtout quand on a affaire à beaucoup de gens qui sont très cyniques parce qu'ils essayent justement de se protéger. On peut faire ça. Ce qui est important, c'est d'arriver aussi à objectiver le fait que, comment dire, qu'on ait suffisamment de maturité de vie pour pouvoir le faire. C'est-à-dire que ça ne nous affecte pas de la même manière. Et sinon, la plupart du temps, tout ce qu'on fait par rapport aux émotions, c'est qu'on se blinde. On ferme l'émotion parce qu'on ne peut pas l'exposer. Parce que si on l'expose, on s'expose soi. Le seul truc, ce qui est dommage, c'est que quand on commence à créer une barrière, quand on commence à fermer les fenêtres, les volets, ou créer une barrière autour de soi pour ne pas souffrir de quelque chose, en fait, on se crée une barrière dans sa vie parce qu'on ne peut plus, nous non plus, accéder à ce qu'il y a derrière la barrière. Parce qu'on ferme là, mais en fait, nous-mêmes, c'est comme si on avait une patate qui se fermait. Il y a des choses qui se passent très bien, alors on ouvre, on est très ouvert auprès des copains quand c'est libre et tout ça, et puis on est complètement fermé au niveau du boulot. Et en se fermant au niveau du boulot, eh ben, on se ferme aussi des perspectives de boulot. Et c'est pour ça que cette barrière-là, elle est intéressante, ce développement, ces outils de développement personnel et tout ça sont intéressants pour arriver déjà à casser ces barrières. Voilà. Et après, pour ce qui est de l'ordre de nos réflexes qu'on ne maîtrise pas, bon après ça vient là, mais dans l'idée, c'est véritablement de pouvoir, parce que c'est vraiment une histoire personnelle, nos émotions. Bien sûr, oui. Et c'est aussi une histoire d'éducation, c'est-à-dire nos parents nous ont dit, montre pas tes émotions, par exemple. Ou dans la société, on ne montre pas ses émotions. Ou alors, on est un Duplessis quand même. Voilà, vous voyez toutes ces injonctions là, familiales, personnelles et tout ça, qui viennent se surajouter aux injonctions professionnelles où, bon, tu es quand même dans une boîte du bâtiment, on rigole bien paillardement et on boit des bières le vendredi, mais le reste du temps, on est des hommes, quoi.
Ou même D'accord. pareil pour les femmes. Voilà. Oui, 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 oui. On est très, très conditionné par tout ça. Donc, effectivement, quand on demande qu'est-ce qu'il y a comme outil pour pouvoir se retrouver soi, ben, c'est tout ce qui est développement personnel, coaching, sophrologie, méditation, ce qu'on veut, mais surtout, voilà, là, après, c'est l'histoire personnelle de chacun qui va chercher les outils qui lui sont utilisés, psychologue ou autre. D'accord. Tout à l'heure, vous mettiez en avant la différence qu'il peut y avoir dans une situation professionnelle entre ce qu'un collaborateur vit, ressent de la situation, qui est sa vérité subjective, et que les Oui, autres peuvent eux-mêmes aussi vivre et ressentir de la bien même sûr. situation. Est-ce Oui. que ça voudrait dire qu'il y a d'un côté plusieurs vérités subjectives en rapport à une situation, et est-ce qu'il y aurait une vérité objective, c'est-à-dire se dire finalement tout le monde a ressenti des choses différentes, mais objectivement c'était ça, ou alors c'était autre chose qui était en jeu. Est-ce qu'il y a comme ça Voilà. une complémentarité entre des vérités subjectives, autant de vérités subjectives qu'on est de personnes, et une vérité objective? Ben, c'est là où on voit où est la frontière. C'est-à-dire que quand on est dans une entreprise ou dans un organisme, on est dans une organisation. Cette organisation, elle a généralement ses propres règles de corporation, ses propres codes, et elle a aussi ses propres règlements intérieurs au mode de fonctionnement Hmm. opérationnel et mode de travail, fiche de poste et tout ça aussi. Donc, généralement, qu'est-ce qu'on fait quand on veut manager et aménager les personnes? C'est qu'on les ramène toujours à ces éléments-là pour qu'ils puissent objectiver. Hmm. Parce qu'effectivement, sinon, on n'est que dans la vérité personnelle. C'est Mais pour ça que oui. l'analyse des pratiques est importante, parce que c'est pas la même chose. C'est exactement la même chose que les groupes Balint dans la médecine ou dans Hmm. les EHPAD. C'est-à-dire que quand on est dans un EHPAD et qu'on fait manger une grand-mère, ça peut être sa grand-mère. Tout à fait, oui. Mais par contre, la manière de faire manger la grand-mère, qui s'appuie ou non sur la table ou sur la chaise pour des raisons de bienveillance ou de bien-traitance ou de maltraitance, c'est du travail. Hmm. C'est un code de travail de bienveillance dans l'entreprise. Mais le fait de faire manger la grand-mère, qui peut être notre grand-mère, ça, c'est de l'analyse de pratique. Hmm. Alors, de l'analyse de pratique, attention, il y a des analyses de pratique professionnelles techniques, mais là, on rentre dans quelque chose qui est de l'ordre de l'émotion et de ce qu'on met dans son boulot, dans ses tripes et tout ça. Oui, dans Ben la là, c'est relation pareil. humaine, oui. Dans un projet, dans une gestion de projet, il y a une équipe avec ce qu'on a compris, ce qu'on n'a pas compris, ce qui était dans le Gantt, ce qui était dans les tâches de chacun, ce qui était dans le timing, ce qui était Hmm. dans les imprévus, ce qui était dans tout ça. Et forcément, ça crée dans l'analyse du projet à l'instant T, là où on en est, tous les impondérables qui se sont présentés sont à la fois dus à des éléments techniques et organisationnels, mais aussi à des éléments de ce qu'on amène soi dans sa part de projet, dans son implication, dans ce qu'on est, dans ses émotions. Hmm. C'est pour Hmm. ça qu'on a vraiment deux choses qui se tissent, en fait, et qu'en fait, dans le management, généralement, on ne repose, et c'est normal, hein, si on veut arriver à faire travailler des individus ensemble, que sur l'aspect organisationnel et objectif des choses. D'accord. Parce En que fait, sinon, ça peut partir vite en vrille. Hein. ouais. Oui. Et donc cette question justement de vérité subjective et de vérité objective, ça m'amène une autre question, qui est que il est pas, est-ce qu'il est toujours nécessaire ou pas toujours nécessaire qu'une entreprise, alors soit le management, soit l'organisation du travail, soit pathogène pour qu'une personne puisse se sentir en souffrance. Est-ce qu'on peut se sentir en souffrance au travail alors que objectivement, l'organisation du travail et le management, lui, ne met pas le salarié en souffrance, mais qu'il y ait une part personnelle qui fasse qu'on est plus sensible que d'autres à des éléments qui sont Ça, peut-être alors neutres. ça, c'est le sujet de la conférence de ce matin. Si je me suis mal exprimé, malheureusement, c'est vraiment ça. C'est-à-dire, c'est en fonction de la sensibilité de la personne, de son histoire, de sa culture, de son éducation, de son vécu et de ce qu'elle amène de chez elle du moment. Voilà. Voilà. Par contre, on a effectivement des entreprises, on le voit tous, qui peuvent être pathogènes, dans le sens où vous avez une injonction, je ne sais pas, vous allez remplacer une porte d'ascenseur en sachant pertinemment que la nouvelle porte est moins performante que la précédente. Hmm. Mais votre direction vous demande de le faire. Ou on vous demande de faire des rapports de performance uniquement pour faire monter des indices qui de toute façon n'apportent rien, mais qui permettent à quelqu'un d'avoir une prime.
Et tout le monde perd son temps là-dedans. Et en fait, dans la réalité, on crée un nouveau service ou un nouveau truc qui ne sert absolument à rien parce que ça a d'autres incidences. Donc là, l'entreprise, elle est pathogène, on est bien d'accord. D'accord, ok. Mais c'est intéressant justement que vous puissiez revenir dessus et repréciser ça. Euh, une dernière question, en fait, si je suis manager, responsable de ressources humaines, et que je note qu'il y a des difficultés chez certains de mes salariés, une souffrance au travail, quels sont les éléments, quelles sont les aides que je peux solliciter? Est-ce que ça va plutôt être de l'analyse de pratique, du psychodrame? Comment est-ce que je vais pouvoir m'orienter avec ces outils-là, ces aides-là? Si on part de ces outils-là, essentiellement, parce que généralement, il y a déjà des entretiens, il y a déjà des choses, enfin, il y a pas mal de Oui, dispositifs qui sont mais en quand place dans on a besoin de faire l'entreprise. appel, finalement, Voilà. quand les Mais quand on entretiens vont arrive, être quand on mieux, arrive sur le nœud du patron trop solaire qui voit pas qu'il est trop solaire ou des gens qui ont des émotions ou des choses qui prennent le pas et que ça se résout pas, bah, il y a plusieurs possibilités. Le problème qu'on a, c'est que dès qu'on rentre dans l'idée de la psychanalyse, la personne va vous dire je suis pas fou. Donc ça voudrait le remettre en question. Ou alors, si je commence à rentrer en psychanalyse, mon couple va sauter. Et Ou alors, justement, toutes les idées perçues. c'est une question, Donc, ça. La voilà. psychanalyse, c'est pourquoi? C'est parce qu'on est fou, on a une maladie psychique. Est-ce que la Non, non, psychanalyse, je on y disais va tout à parce l'heure que… que ça relève de la psychiatrie, ça. Et comme on dit D'accord. toujours psy, 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 ben, il y a eu un amalgame. La psychanalyse, c'est vraiment quelque chose, c'est vraiment un outil qui nous permet de manière autonome de pouvoir arriver à nous désaliéner de ce qui nous aliène, c'est-à-dire de tous les bugs qu'on a dans notre inconscient qui se sont accumulés au fur et à mesure de nos expériences, là où l'inconscient n'a pas compris qu'on allait vers quelque chose de mieux. C'est Hmm. tout. Donc Et on ça peut veut le dire, débugger très facilement. d'accord, Donc, en ça veut, analyse des pratiques et en psychodrame, on peut l'amener à partir du moment où on est dans les phénomènes de répétition et d'émotion qu'on ne contrôle pas. hmm. Voilà. Donc, donc ça veut dire que, en fait, on peut aller consulter, par exemple, un psychanalyste qui est sensibilisé aux questions professionnelles, même Oui, si on va pas mal, en fait. Mais pour, on peut aller très bien, on peut aller très bien pour venir. Généralement, on a toujours une question ou deux derrière l'oreille parce qu'il y a toujours oui, des trucs qui coincent. mais Mais avoir une question ou deux, c'est pas forcément aller mal. puis je vais vous dire une chose, les gens qui viennent avec une question ou un symptôme, vous le savez mieux que moi, on va noter la question et le symptôme pour mémoire éventuellement si on veut avoir une trace, mais en réalité, la personne, elle vient pas vraiment pour ça, elle vient pour autre chose. Et donc, en fait, il se passe le fait qu'on va s'attaquer aux symptômes ou à la souffrance du moment, et puis par association d'idées, d'autres choses vont venir, ça va débloquer ce symptôme, autre chose va arriver, on va le débloquer, et en cascade, à un moment, la personne va aller mieux, parfois en 2, 3 séances, parfois en quelques semaines. Il y a des personnes où il y a plusieurs couches, donc on va attendre 2 ans, mais elles vont déjà mieux au bout de 2, 3 séances. Hein. Bon, il y a des gens déjà en séance préalable, le simple fait d'avoir parlé et vidé leur sac, elles me disent que deuxième séance, elles vont déjà nettement mieux. Hein. Ouais, ouais. Ça suffit. Donc le psychodrame, les groupes d'analyse de pratique et tout ça, ça sert à ça. Hmm, hmm. Et c'est assez facilement, en fait, Oui, parce qu'en fait, il y a un organisable en contrat de entreprise. confidentialité. Alors, il y a Hmm, toujours une méfiance. C'est-à-dire, les salariés vont proposer ça à la direction va se méfier en disant, c'est quoi ce truc? Qu'est-ce qui va se passer qu'on va pas pouvoir maîtriser? Et la direction va proposer aux salariés, ils vont dire, c'est quoi encore ce truc qu'ils vont nous faire pour nous manipuler? Donc, c'est tout le travail d'intermédiation avec le psychodramatiste ou l'analyste dans la formulation du contrat et dans la manière dont c'est fait qui va amener dans la construction hmm. par des réunions préalables ou par des choses comme ça, la confiance dans le dispositif, que ce soit amené par la direction ou par les salariés. Et ça, c'est notre rôle. C'est D'accord. notre rôle. C'est un rôle de médiation, hein, tout simplement, qui Hmm, permet à tout le monde de savoir où il se situe, qu'est-ce qui va se jouer et en quoi il est en sécurité dans tous les cas. Parce que la direction ne saura rien de ce qui s'est dit. Et elle saura seulement que les gens sont au travail. Par contre, elle va voir les effets dans le quotidien. d'accord. Il y a pas de compte rendu qui est fait à la Surtout pas. direction, Surtout etc. pas. Surtout pas. Hmm, C'est un contrat tacite. On sait pourquoi on vient, c'est dans le contrat, on sait comment ça va se dérouler, on sait ce qui va se passer, mais on ne sait pas ce qui s'y dit ou ce qui s'y fait. Et il n'y a, par exemple, il va y avoir des points tous les 6 mois avec la direction. Et on va faire, en fait, je vais faire un point, ou on va faire un point si c'est une autre personne, bien entendu. On va faire un point sur le fait que les gens étaient au travail ou pas, que ça a été plus ou moins difficile, c'est tout. On ne va pas dire quoi.
On ne va pas dire pourquoi, parce que rien ne sort du groupe, sauf si le groupe veut dire quelque chose à la direction, mais il faut que tout le monde ait signé, tout le monde soit d'accord, et je suis porte-parole s'ils veulent. Mais rien ne sort du groupe, c'est interdit. Même entre eux à la machine à café, s'ils parlent d'un truc, on leur demande dans la règle de le ramener dans le groupe pour que tout le monde soit au courant. Et du point de vue de la direction, ils ne savent rien de ce qui se passe dans le cercle et de ce qui s'est dit entre les salariés et du travail qui a été fait. Ils ne savent simplement que le fait qu'ils ont travaillé et ils ne peuvent observer que les effets au quotidien qui ont changé. D'accord. Et c'est à eux de me les dire d'ailleurs. Qu'est-ce que vous en avez observé? Parce que moi, très libre, hein, ils ont bien travaillé. Maintenant, si vous considérez que ce n'est pas suffisamment efficace, on arrête tout. Je suis très clair là-dessus. Mais par contre, ils n'auront pas de compte-rendu sur ce qui s'est dit ou ce qui se passe. C'est pas la peine. Confidentialité. S'ils veulent avoir un microscope avec moi pour savoir en petite souris ce qui se passe dans l'entreprise, ils n'en sauront rien. Par contre, c'est pareil de l'autre côté, il y a un groupe de salariés qui, eux, sont tenus au secret les uns vis-à-vis des autres. Ce secret va être éprouvé dès les premières séances. Donc, ça va permettre de remettre les bidons en place très vite. De toute façon, même s'il y a une nouvelle personne qui rentre dans le groupe en cours de route, en fonction des embauches, il y a une lecture du contrat initial qui a été signé avec la direction qui est donnée à tous les salariés. Ils ont connaissance du contrat et des conditions, et dedans, il y a le jeu, il y a toutes les explications du système. Et à un moment, je pose tout et je dis, voilà, la direction vous offre ça, c'est votre espace, c'est à vous, c'est ici que vous pouvez sauver votre peau personnelle en toute confidentialité. Alors, vous ne me croyez pas tout de suite, mais vous allez voir que c'est vrai, et puis après, ça s'installe. D'accord. Voilà. OK. Merci beaucoup, Frédéric Duplessis, pour cette présentation et toutes ces réponses apportées à nos questions. Merci à vous. Et puis, donc, je vous retrouve pour la prochaine session. On aura au mois de novembre des sessions avec une responsable de ressources humaines du Maroc. On aura une du Québec aussi qui nous parlera justement du harcèlement et comment les RH peuvent gérer les questions de harcèlement, ce qui est un sujet finalement assez connexe avec ce dont on vient de parler. Voilà. Merci beaucoup. Au revoir. Merci à vous.